Gaëtan Nodesselli avec nous, créateur d'un projet plutôt sympa qui a pris forme d'ailleurs depuis ce projet, Hiatus. Alors Hiatus, c'est au départ une association que tu as créée, tu vas nous en parler, et tu vas nous parler également du magazine que vous publiez dans le cadre de cette association. Alors, ça fait 3 ans que le projet est né, 2 ans et demi. L'association est née il y a 1 an et demi. Jusque-là, c'était une revue à double entrée, 48 pages, sans subvention. Un hiatus, un décalage entre 2 entrées dans la revue, on peut la prendre dans un sens ou dans l'autre, avec du journalisme froid, du journalisme lent d'un côté, où on laisse l'actualité refroidir, et de l'autre côté de la littérature sous contrainte, du graphisme, une sorte de zone d'expression, d'espace de liberté. Voilà, c'est donc devenu une association, et au-delà de ça, on a toujours voulu inscrire la littérature et le projet créatif dans des festivals, des expositions, des ateliers d'écriture. Maintenant, on fait des spectacles, on commence nos premiers spectacles, une émission de radio, voilà, un projet qui a pris beaucoup de formes différentes. Oui, j'ai vu d'ailleurs certaines personnes tout à l'heure interroger des jeunes à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que cette émission? Alors, c'est une émission de radio qui... ça fait 2 mois, on est diffusé sur Aligre FM à Paris, tous les premiers mardis du mois, un format d'1 heure, 8 rubriques. Sur quelle radio, pardon? Aligre FM, 93.1. Alors c'est sur Paris, et ensuite c'est diffusé en podcast sur notre site et sur le site d'Aligre FM aussi. Une radio libre, sans publicité aussi, une association, on y tient. Et 8 rubriques par mois, un thème. Alors on a commencé par un petit triptyque avec des terminaisons qui se ressemblent, donc domestication, ça c'était le premier, confession, ça c'était celui qui vient de sortir, et le prochain c'est déconnexion. Et on fait aussi, comme ici au Littérature et Journalisme, un numéro spécial radio, où on profite des 48 heures, du fait aussi qu'on soit tous là, parce que c'est des bénévoles, donc tout ça sur un week-end c'est assez bien, et de tous les gens pour faire une émission dédiée à la littérature et journalisme. Alors l'idée tout à l'heure c'était de compléter des phrases. Ouais, c'est ça. Il y avait des trous, mais j'avoue que les jeunes avaient l'air d'avoir peu d'imagination. Apparemment, il y a eu du rendu, ouais. Ils ont rencontré d'autres personnes entre temps. Alors, ouais. Alors par 2 entrées, qu'est-ce que tu entends? 2 points de vue différents sur un même sujet? Alors, c'est pas forcément sur un même sujet, mais en tout cas, c'est 2 approches différentes. Journalisme froid d'un côté, par nécessité. On est une revue, on sort tous les 3-4 mois. Ouais. On met du temps à vendre nos revues, donc on a besoin de ventes pour payer ce numéro d'après. Aucun argent n'a été injecté à la base du projet, si ce n'est notre réseau proche. Une subvention moi je suis salarié de l'association, donc mon emploi est aidé pendant 1 an. Et on espère mettre assez d'argent de côté pour pérenniser cet emploi hors subvention. On réfléchit beaucoup aux subventions, on se rend compte qu'à terme les subventions vont baisser, pas en plus de manière radicale au fur et à mesure, donc on préfère déjà mettre dans nos actions un potentiel lucratif. Voilà, conscient que notre culture un peu doit s'autogérer, voilà, pour ce coup, et en plus ça nous permet d'être encore plus indépendants. En tout cas nous on se plaît à croire ça, que sans avoir de subventions vraiment trop directes, on peut être un peu plus libre. Et toi-même alors tu as une espèce d'ambivalence, tu es à la fois un homme et une femme, si j'ose dire. C'est ça, mon alter ego littéraire, c'est Séraphine Péronel. C'était la plus grande des contraintes, c'était d'utiliser le sexe opposé pour écrire. Ça a permis aussi, dans Hiatus, il y a la volonté de cacher l'ego derrière le groupe, donc de plus penser au nous qu'au je. C'est pour ça que les articles ne sont pas signés directement sur les pages, c'est tout qui est compilé dans un ours. On favorise l'accès aux pseudonymes. L'anonymat, c'est pour 2 raisons. Une raison pour casser l'ego des professionnels, écrivains et illustrateurs. C'est pas mauvais tout ce qu'on dit, c'est juste que on a trop tendance, je pense, à interpréter une illustration, un article en fonction de qui l'a écrit. Et on voit maintenant les médias font la part belle aux éditorialistes. Et avant une information, c'est un point de vue particulier d'une personne qu'on veut. Donc nous, on essaie de cacher l'ego des gens pour un projet collectif et plus s'intéresser aux idées. Et de l'autre côté, ça sert aussi à tous les amateurs. On a des gens de 15 à 62 ans qui ont un rapport à la lettre ou pas du tout, qui se disent on ne peut pas le faire. Avec l'anonymat, on a plus tendance à assumer ce qu'on écrit, sachant que ça ne va pas être signé. Est-ce que je peux te demander ton âge? J'ai 30 ans. 30 ans. Comment est-ce qu'un jeune homme comme toi va chercher un pseudo qui sent à ce point la vieille dentelle Ah ça je sais pas, Séraphine c'est parce que c'est beau. C'est parce que c'est beau. Et Péronel c'est un petit oiseau qui fait que de faire du bruit. Oui. Et la tradition misogyne a voulu qu'on appelle une femme bavarde une Péronel. Et bon, voilà, comme je suis en plus bavard et que ça doit être mon côté féminin qui ressort pour ça, et je trouve que Séraphine Péronel ça passe bien. Et puis pour le coup c'est beau. Je
je trouve ça beau en tout cas. Alors ici, sous le chapiteau d'Hiatus, il y a même en terrasse d'ailleurs beaucoup de monde, il y a des personnes de la SAS pour la plupart. Je ne vois que ça. Ça veut dire que c'est bon enfant, hein. Ça joue du clairon, j'entendais parler québécois tout à l'heure, oui, je ne sais pas si elle était vraie ou fausse. Non, elle était fausse. En tout cas, elle avait un super accent. Il y a des gens derrière toi qui font semblant de travailler, tu m'as avoué que le jeune homme derrière toi, en fait, était sur YouPorn en ce moment. C'est exactement ça. Il va essayer de nous démontrer le contraire. Voilà. Ah non, on n'est pas sur YouPorn. Il a changé de page entre temps parce qu'il se doutait qu'on allait aborder la question. Et donc, tous ces contributeurs, ce sont des bénévoles qui sont également contributeurs du magazine. Oui, c'est ça, on est tous dans le projet, dans un sens ou dans l'autre. C'est ceux qui viennent écrire, les écriveront, comme on dit. C'est Queneau qui disait ça, c'est en écrivant qu'on devient écriveront. Ceux qui viennent écrire, on leur fait faire des tâches médiocres, j'appelle ça des tâches médiocres, c'est ranger, c'est vivre ensemble, c'est s'autogérer. Et ceux qui viennent juste donner un coup de patte, il y en a 2-3 je crois aujourd'hui qui ne savaient pas qu'ils allaient avoir un article à écrire, et puis pour le coup ça y est, ils sont dedans. Et puis quand on n'a pas le choix, parce que de toute façon on a un groupe, le but c'est que demain matin à 11h, 1500 exemplaires de notre petite revue 8 pages soient imprimés, il faut faire, on fait. Tu viens de citer Queneau, il a une grande importance pour vous Queneau. Ouais, l'Oulipo. Ouais. Mélanger le hasard. Peut-être pas, mais en tout cas, on utilise beaucoup de contraintes oulipiennes. Et puis cette manière de voir, de s'assumer aussi en groupe, il y a cette notion un peu de groupe dans l'Oulipo, même si on a mis beaucoup de noms en avant. Et les contraintes peuvent être à la fois vraiment une expérience élitiste, dans le sens où on va aller dans ce qu'il y a de plus pointu dans l'écriture, mais surtout, c'est plein de jeux qui permettent d'écrire avec des gamins, comme avec des vieux, comme avec des gens qui ont un rapport à l'écriture ou pas du tout. J'ai pu faire des ateliers aussi bien en collège qu'en maison de retraite. Évidemment, on adapte les contraintes, évidemment, on adapte le temps et tout ça, mais ça fonctionne. Et puis, donc, c'est des personnes que je rencontre en atelier d'écriture à Bourges tous les ans, et je vais les voir à Paris à la BNF, qui sont, c'est un peu nos rockstars, pour le coup. Alors, en aparté, tout à l'heure, tu me disais que vous aviez quand même une vraie ligne éditoriale dans ce média. Ouais. C'est la question que je te posais, parce que je l'ai survolé un peu. Hein. Notre rencontre, on va l'avouer, c'est faite un peu par hasard. Donc je n'ai jamais eu l'occasion de lire du début à la fin l'un de ces magazines, je n'ai plus que le survolé. Et je trouvais qu'effectivement ça partait un petit peu dans tous les sens. C'est ça, c'est un choix. C'est un petit peu ça la ligne éditoriale. En fait, c'était pas vraiment un choix, c'était une nécessité au début. Un projet collectif né à 15 personnes. Il a fallu mettre un petit peu chacun d'eau dans notre vin éditorial, un truc comme ça. Et donc il y a ce côté fourre-tout. Ensuite, c'est les gens qui nous ont forcés à donner une ligne éditoriale, des professionnels qui nous ont toujours demandé le pourquoi. Nous, on répondait comment et les gens nous ont dit mais pourquoi. Donc on a dû réfléchir. Deux entrées, les pieds sur terre, la tête en l'air, une sorte de décalage, de schizophrénie contrôlée entre les deux. Et on a fait des petites sous-parties, croiser l'homme, explorer le vécu, vivre ensemble. On a beaucoup de choses et en gros notre trajectoire dans la revue, ça part du plus complexe du plus facile au plus complexe vers l'intérieur de la revue et au-delà de ça, de ce qui concerne le plus de monde au moins de monde au milieu de la revue. On essaie de voir déjà les problèmes loin de nous pour enlever la passion. Si on commençait tout de suite avec du jeu, des humeurs, on arriverait à ce qui se fait sur internet aujourd'hui avec l'importance au T0 de ce que la personne va penser. Alors que peut-être qu'il faudrait se dire on attend T10 pour donner son opinion. Surtout quand on voit à quel point l'actualité change au fur et à mesure des jours. Donc cette ligne éditoriale, on va dire, c'est une double hélice pour moi. Un peu comme un truc d'ADN, une double hélice éditoriale qui tourne autour de l'homme. Voilà, c'est ce qu'on se dit, on essaie d'être une sorte d'humanisme concret. C'est des bien grands mots, mais on a été obligé de les mettre parce que les gens nous posent ces questions. Donc une sorte ou un petit guide existentialiste en se disant on est tous capables de le faire, il faut juste peu dormir, avoir de la méthode au bout d'un moment. Et de l'organisation, et puis c'est possible, et puis la niaque, tout simplement. Ouais. J'ai l'impression aussi, tu me diras si je me trompe, hein, que vous vous tenez un petit peu à l'écart de ce que j'appellerais le formalisme journalistique. Enfin, c'est pas très conventionnel, je dirais. On est loin du titre, chapeau, papier, inter, etc. Je vois par exemple ici une espèce d'abécédaire concernant les Américains, où effectivement il n'y a pas d'article, il y a un chapeau, et tout le reste c'est une liste de mots comme ça, un inventaire à l'après-verbe, mis les uns après les autres. C'est ça, alors ça c'est sympa et moderne aussi. C'est d'un côté, et de l'autre côté, par contre, on respecte dans le côté pied sur terre, on respecte au maximum inter, chapeau, exergue, 3 parties, un peu de tout. Ça a été un choix au début, ça c'est personnel, le numéro 0 qui était un prototype, il n'y avait pas assez de consensus avec le lecteur, il n'y avait pas cette volonté-là de faire un consensus, on voulait vraiment le faire, se faire plaisir, une méconnaissance aussi du comment faire, de comment accompagner le lecteur, déjà se dire il faut accompagner le lecteur dans une revue. Alors ça va de la typographie à la mise en page, à la ligne éditoriale, à ce qu'on met dans l'édito.
Donc dans le numéro 0, c'était vraiment flou, volontairement. Peu de gens se sont reconnus dans ce format-là. Justement, c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que les gens puissent se reconnaître dans le nous pour en parler et s'effacer derrière ce nous. Donc on a mis un peu plus de consensus donc on a dû un peu plus accompagner. On a fait un choix. On a par exemple dans les personnes qui nous influencent ou les magazines, il y a Le Tigre d'un côté, Le Tigre donc très oedipien pour le coup, très créatif, qui accompagne peu le lecteur, un édito qui parle d'animaux complètement alambiqué, un opener de 6 pages, que des photos sans explication, ou de l'autre côté, Ouzbek Erika, l'impossible, des choses qui sont un peu moins, sont un peu plus journalistiques, un peu plus concrètes, et on a fait le choix d'aller plus vers Ouzbek Erika, en tout cas, de plus accompagner le lecteur pour fédérer. Maintenant, pour les années à venir, je pense que ça sera revenir à un peu moins de consensus, profiter du peu de réputation qu'on peut avoir, justement pour ramener un peu moins de consensus et provoquer la perte des repères. Voilà. Moi je suis quelqu'un d'un peu trop cartésien, et c'est un bien fou des fois de se lâcher dans l'Oulipo, dans d'autres trucs. Donc je pense que c'est quelque chose de bien d'apprendre aux gens à se perdre. Voilà. Et à part donc cet organe de presse que vous publiez, quel est le but de l'association? Qu'est-ce que vous faites d'autre? Vous organisez des choses? Oui, des manifestations? Bien trop. On apprend à en organiser de moins en moins. Mais ouais, donc, la revue, ça s'autofinance. Oui. Donc on arrive avec la vente de l'Inde à payer ceux d'après. On fait une sortie lors de soirées-concerts, en mélangeant théâtre, musique, exposition, où on vend la revue de la main à la main, on la présente. On a des ateliers d'écriture, justement, oulipiens, avec de l'écriture sous contrainte, des ateliers de dessin. On fait demain, ici aujourd'hui, de Lou Bapo, ouvroir de bande dessinée potentielle, alors que Oulipo était ouvroir de littérature potentielle. On fait pour la première fois dans un mois des spectacles d'écriture mis en scène, on va dire un combat littéraire sur scène avec un arbitre. On fait aussi une émission de radio, donc ce que je disais. On a une rédaction où on essaie de faire ça, des sortes de petites réunions où on discute de sujets, un peu de tout. Qu'est-ce que j'oublie encore? Je suis sûr que j'en oublie. Ouais, bientôt un format web, puisqu'on est victime de notre succès participatif. Au début, on avait vraiment besoin de gens pour remplir les colonnes et que moi j'arrête d'écrire la moitié de la revue, par exemple, au numéro 0 ou un tiers. Maintenant, on a beaucoup trop de demandes, 2 ou 3 par semaine, donc on doit trouver des manières. Et ça, ceux qui ont été dans la revue à un moment ne seront plus le numéro d'après, mais auront été sur le web ou la radio, et on fait tourner. On a beaucoup d'étudiants, presque... Enfin, quoi que peut-être un quart d'étudiants, ce qui n'empêche que c'est des personnes qui sont amenées tous les étés à ne plus revenir à Nancy, dans nos localités, donc on doit aussi s'adapter à ça. C'est la question que je me suis posée quand je vous ai rencontré. Est-ce que c'est une association étudiante? Parce que vous êtes tous très très jeunes. Il y a tout, ouais, c'est ça, ouais. C'est entre 15 et 62 ans. Peut-être pas ici, non, mais ici, on n'est pas loin, quoi. Plutôt autour des 25 ans. 25, ouais. Je pense qu'on est entre... Mais on a des jeunes, hein. On doit avoir entre 19 et 40 ans aujourd'hui. Et le P à l'état d'art, alors c'est quelque chose que vous développez au quotidien? Ouais, mais ça on parle de quelqu'un, l'art de péter, mais ouais, c'est très important, le bruit et les odeurs, on y tient à ça. C'est ce qu'on montre ici, qu'on peut être jeune, faire du bruit, sentir mauvais parce que forcément quand on dort 3 jours sur une place, c'est ça, et être créatif. Et ouais, c'est un encouragement, et puis on le voit en rencontrant les gens qu'il suffit peu de choses pour casser la barrière de c'est quoi ces jeunes communistes, parce que c'est des fois on nous met des étiquettes comme ça tout le temps. Donc il faut peu de choses, il suffit d'être là pour se rendre compte qu'il y a un vivre ensemble possible autour d'excuses comme ça, comme Yatus. Alors Yatus, où est-ce qu'on peut le trouver? Tu parlais de vente ouais, de la main à la main, on a fait beaucoup. Il y a d'autres possibilités de se procurer? Sur internet, on a notre site www.leseditionsyatus.com. Là il y a un petit onglet tout attaché. Oui. Et maintenant on est accompagné par Air Diffusion, un diffuseur associatif, ouais. On y tient, associatif, ça évite que quelqu'un s'en mette plein les fouilles. Voilà, ou en tout cas il faut être beaucoup plus malin pour s'en mettre dans les fouilles dans l'associatif. Ça arrive quand même dans les oui, non mais ça c'est bien, ça arrive, mais j'y arrive pas. Et donc Air Diffusion, qui réseau d'art contemporain, qui potentiellement nous diffuse dans 900 librairies en France et à travers le monde francophone. C'est un potentiel, c'est-à-dire qu'aux librairies de nous appeler et de nous commander, donc aux lecteurs aussi de venir les demander. Donc là on commence à avoir cette vision un peu mercantile et on commence à appeler, à faire un script pour appeler les librairies, encourager les gens à nous acheter. Oui, parce qu'à la base vous tirez 1000 exemplaires, voilà, c'est ça, donc il y a il y a un retirage potentiel en fonction des demandes, non? Non, on ne retirera pas. Le numéro 0 par exemple est en rupture et on ne le retirera pas. C'est un projet qui est édité en Creative Commons, licence 3, ce qui veut dire qu'on a le droit de le réutiliser mais de ne pas en faire commerce. Nous c'est pour ça, une culture libre, ouverte à tous, accessible. Évidemment, nous si on n'en demande pas on en demande de l'argent, mais on n'a pas envie que d'autres se gavent
sur nos idées qu'on essaie de mettre à tous. Donc ensuite, c'est de manière parcellaire et étalée sur le temps, on remettra le numéro 0 en libre accès sur Internet, téléchargeable en PDF. Mais alors comment pouvoir alimenter un réseau de 900 librairies en tirant 1000 exemplaires? Pour l'instant, on n'en a pas encore, c'est ça. Ah, c'est pas du tout comme les kiosques. Voilà, c'est en train, mais on attend que les librairies. Donc c'est pas la même logique que les kiosques. Donc le tirage va être augmenté, tout simplement. On espère au bout d'un moment, mais pour l'instant, on met du temps encore à vendre assez de revues. Donc on espère après pouvoir augmenter à 2000 exemplaires. L'idée de faire 10 000 exemplaires pour être dans tous les kiosques de France a vite été écartée parce que 10 000 c'est bien trop. Donc on ne voulait pas faire d'emprunt, ni mettre des sous de la poche. Peut-être, oui, ou alors y mettre de la publicité, des choses qui oui, voilà, ce qui est là. Alors là, non, la publicité, c'est une publicité bichromie, revue à double entrée, très peu de subventions, en tout cas de manière raisonnée. Ça, c'est des garde-fous. Voilà. Tout le monde le sait, il n'y aura jamais de publicité dans Hiatus. Mais écoute, superbe initiative, en tout cas une équipe qui me paraît à la fois sympa et dynamique, des articles qui sont, pour certains, j'ai pas tout lu, mais quelques-uns sont vachement marrants. J'ai bien rigolé en t'attendant tout à l'heure. Et donc toujours ouvert aux contributeurs, malgré tout, malgré le nombre de oui, bah oui, mais de toute façon, on peut pas. Il suffit d'aller sur le net. On l'a dit, nous envoyer un mail sur les réseaux sociaux et puis on répond. Alors des fois, les gens, c'est pour donner un conseil en architecture, si quelqu'un en architecture, des fois dire j'ai vu ça, ça peut être tout et n'importe quoi. On prendra le temps de répondre à tout le monde. Maintenant, on essaie de le faire au maximum, on laisse plus traîner des choses. Voilà. Merci Merci à toi.